Je l'ai écouté ce matin, encore, cette voix était venue d'un objet inerte. Le même fichier audio, le même sifflement léger de la turbine, un son que je pensais apaisant, conçu pour masquer les bruits de la ville, est maintenant devenu la bande-son de ma propre destruction. La petite icône sur mon téléphone, une silhouette de ventilateur stylisé, vibrait chaque fois que je la touchais, comme un cœur malade. Ça fait des jours que je fais ça, que je relance, que je rembobine, que j'essaie de trouver une faille, un bruit de fond qui expliquerait que ce n'est pas ce que je crois. Mais non, c'est là. Immuable. 17 ans, vous vous rendez compte? 17 années gravées dans chaque recoin de cet appartement, dans l'odeur du pain grillé le samedi matin, dans la manière dont la lumière du soleil frappe le parquet à 16h37 pile en hiver. Sophie et moi, c'était ça. Une horlogerie suisse, précise et silencieuse. Nos gestes, nos silences, même les plus petites querelles étaient intégrées au système. Un jour, j'ai lu quelque part que l'amour, le vrai, n'est pas une flamme ardente mais une braise constante. C'est ce que je croyais avoir. Une braise qui diffusait une chaleur douce, stable, fiable. Et puis, ce putain de ventilateur Dyson, cadeau de Noël pour nos nuits d'été torrides, s'est transformé en un gardien silencieux, un espion involontaire, enregistrant le son d'une conversation qui a pulvérisé tout ça. Je me souviens de l'odeur du café ce matin-là, le jour où j'ai d'abord entendu l'enregistrement. Pas le matin où l'enregistrement a été fait, non, le matin où mon monde a basculé. L'odeur de noisettes qu'elle aimait tant, qui embaumait la cuisine. Le même filtre en papier, la même machine italienne qui gargouille son chant matinal. Je tenais ma tasse, tiède contre mes paumes, et la buée s'échappait de mes lèvres chaque fois que j'expirais dans l'air frais d'automne qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Les feuilles rousses tourbillonnaient dans la rue, portées par une brise légère qui ne laissait rien présager de l'ouragan qui allait déferler en moi. Le cliquetis familier des clés de Sophie, qui venait de rentrer du sport, avait résonné dans le couloir juste avant que mon téléphone ne vibre. Une notification, banale. Mouvement détecté, enregistrement vocal disponible. J'étais en déplacement la veille, et j'avais l'habitude d'activer le ventilateur à distance pour qu'elle trouve une température agréable en rentrant. J'avais juste oublié de désactiver l'option d'enregistrement vocal. L'habitude, cette douce carapace qui nous protège de l'inattendu, qui nous berce dans la certitude. Elle était là, cette habitude, à me tendre le piège. Je n'ai pas cliqué tout de suite. J'ai posé ma tasse. J'ai regardé Sophie boire son eau en silence, les joues un peu rouges par l'effort. Ses cheveux blonds, coupés courts, collaient légèrement à sa nuque. Elle avait ce sourire fatigué mais radieux, celui que je connaissais par cœur, celui qui disait « Je suis contente d'être là, avec toi ». Mon estomac s'est noué, une sensation étrange, comme une crampe à jeûne. J'ai ressenti une curiosité malsaine, le genre qui vous pousse à éplucher un abcès. J'ai appuyé sur lecture. Et là, au milieu du ronronnement régulier et presque imperceptible de l'appareil ou ce léger bourdonnement constant que notre oreille avait appris à ignorer, comme le battement de notre propre cœur, il y a eu ces voix. Des voix que je connaissais. La sienne, d'abord. Plus douce que d'habitude, un filet de voix presque un murmure. Puis une autre. Masculine. Inconnue, mais étrangement familière dans sa résonance, comme un écho lointain d'une chanson que je n'avais jamais entendue. Je ne pouvais pas comprendre les mots au début. C'était trop irréel. Mon cerveau refusait. C'était juste du bruit. Un parasite. J'ai retiré le téléphone de mon oreille, regardant Sophie qui, elle, rangeait ses affaires de sport. Sa vie continuait, normale, rythmée par ses habitudes. Et la mienne venait de s'arrêter. Comment décrire la sensation de cette écoute? C'est comme assister à son propre enterrement en direct, assis au premier rang. Le ventilateur Dyson, là, silencieux dans le salon, avait été notre complice des soirées films, des nuits d'été où la chaleur nous empêchait de dormir, des moments où son souffle léger accompagnait nos conversations jusqu'au petit matin. Il avait été là, témoin muet de notre intimité, de nos rires, de nos disputes vite apaisées. Et maintenant, il était devenu le gardien de notre mort. J'ai réécouté. Et cette fois, les mots sont arrivés. Des rires d'abord, légers, complices, comme deux adolescents qui partagent un secret. Puis une phrase, de cette voix masculine, basse, pleine d'une tendresse obscène, « Tu m'as manqué ». Le cœur m'a cogné la poitrine, un marteau fou dans ma cage thoracique. Une sensation de froid glacial s'est propagée de mes côtes à mes membres,
malgré le café tiède dans ma main. Mes doigts se sont engourdis. Sophie a répondu. Son rire, ce rire que je connaissais par cœur, mais qui là, portait une nuance que je ne lui avais jamais entendue. Une insouciance coupable. Une liberté volée. Et puis, son toi aussi, mon cœur, murmurait avec une intensité qui m'a vrillé les tripes. Mon cœur. Elle me disait ça à moi aussi. Depuis le lycée, depuis 17 ans de vie commune, dont 13 de mariage, cette appellation était notre ancre. Notre secret à nous. Notre preuve d'un amour exclusif. Entendre cela prononcé par elle, à un autre, m'a donné l'impression de chuter dans un vide sans fin, comme si le sol sous mes pieds s'était effondré. Mes genoux ont flanché. Je me suis retenu au comptoir de la cuisine, le bois froid contre ma paume moite. Le monde est devenu flou, comme une photographie mal développée. Le reste de l'enregistrement, c'était des bribes de conversation, des silences chargés, des bruits de baisers légers, des frôlements, des mots doux échangés. Des mots que nous avions cessé de prononcer avec cette intensité, pensant qu'ils étaient implicites, gravés dans le marbre de nos années. Des mots que nous pensions avoir dépassés, pour atteindre une forme d'amour plus profonde, plus mature, silencieuse et évidente. Mon ventilateur, cet objet de design épuré, dont la technologie nous avait promis un air purifié et un confort optimal, avait en fait enregistré la pollution toxique qui avait infecté mon couple. Il avait capturé l'impureté de ma vie. Le silence d'après, quand l'enregistrement s'est terminé, quand le murmure des voix s'est éteint pour laisser place au seul souffle du ventilateur, celui du souvenir, celui du fantôme, ce silence-là a été plus lourd que le vacarme d'une chute. Plus lourd que le fracas de toutes les porcelaines du monde qui se brisent en même temps. Un silence qui porte le poids de 17 ans de mensonges, de gestes redéfinis, de regards réinterprétés. Un silence qui m'a aspiré, m'a vidé de toute substance. Ce matin, encore, je me suis retrouvé face à cette icône sur mon téléphone. Et la buée sort toujours de ma bouche quand j'expire. Mais cette fois, le froid ne vient pas de la fenêtre. Il vient de l'intérieur. Il faut que je te raconte, parce que comment comprendre le gouffre si tu n'as pas vu le sommet? Comment saisir l'anéantissement si tu n'as pas connu l'édifice? Notre monde, notre univers, il était tissé avec une patience d'horloger, fil après fil, habitude après habitude, pendant 17 ans. Des rituels, tu comprends, des fondations invisibles mais inébranlables, c'est ce que je croyais. Les dimanches. Ah, les dimanches. On se levait un peu plus tard, la lumière du matin filtrant à travers les stores, dessinant des lignes claires sur le parquet. Sophie se réveillait toujours la première, pas par nécessité, mais par une sorte d'élan matinal que je n'ai jamais vraiment eu. Je l'entendais bouger doucement, puis l'odeur du café, un mélange robuste de colombie et d'un soupçon de noisette, montait dans l'air. On buvait nos tasses sur le petit balcon, même en hiver, emmitouflés dans des plaids que sa grand-mère avait tricotés, la buée s'échappant de nos bouches à chaque expiration. Puis, le marché. Le marché des Capucins, toujours le même. Le vacarme des marchands, les cris qui se mêlaient au rire, l'odeur enivrante des épices, de la terre humide des légumes fraîchement cueillis, du poisson, et toujours cet effluve sucré des gaufres chaudes. On y allait main dans la main, son sac en osier vide dans l'autre. Elle choisissait les tomates comme on choisit des joyaux, palpant chaque peau, soupesant chaque fruit, un sourire doux sur les lèvres. Moi, je portais le panier qui s'alourdissait, rempli de fromage aux croûtes fleuries, de pain de campagne croustillant, des fleurs qu'elle aimait tant, des pivoines au printemps, des tournesols en été, des chrysanthèmes à l'automne. On ne disait pas grand-chose pendant ces trajets, nos pas synchronisés sur le pavé irrégulier, nos épaules se frôlant. Le simple fait d'être là, côte à côte, au milieu de cette joyeuse cacophonie, suffisait. C'était ça, la certitude. Une certitude qui vous prend au corps et à l'âme, comme une mélodie familière qui ne vous quitte jamais. N'est-ce pas ça, le socle d'une vie? Et les soirées films. Nos soirées films, c'était un autre sanctuaire. Le canapé beige, usait juste ce qu'il fallait pour épouser la forme de nos corps, la couverture écossaise qui avait la douceur d'un vieux secret. Le rituel était immuable. Je faisais le pop-corn, elle choisissait le film, toujours un drame indépendant ou une vieille comédie française, rarement un blockbuster, même si parfois je la taquinais pour qu'on regarde un truc explosif. On se chamaillait gentiment, puis on finissait toujours par trouver un compromis, la lumière principale éteinte, juste la petite lampe de chevet qui diffusait une lueur ambrée. Nos corps blottis l'un contre l'autre, ma main souvent perdue dans ses cheveux,
le souffle chaud de son cou contre ma joue. On entendait la pluie crépiter contre la fenêtre où le vent sifflait doucement. Parfois, elle s'endormait à moitié, sa tête lourde sur mon épaule, et je restais là, à regarder le générique défiler, sans oser bouger, simplement pour prolonger ce moment de paix absolue. Un bonheur simple, sans artifice. Un de ces moments où l'on se dit que, oui, c'est ça, la vie. La vraie. Même nos silences étaient confortables. Tu sais, ces silences où tu n'as pas besoin de remplir l'espace avec des mots. Où la présence de l'autre est tellement dense, tellement enveloppante, qu'elle suffit à tout. Je l'observais parfois, en train de lire un livre, ses lunettes posées sur le bout de son nez, une mèche de cheveux tombant sur son front. Elle souriait parfois, sans raison, absorbée par son monde, mais je savais que mon propre monde était là, juste à côté. Le crépitement du bois dans la cheminée, le ronronnement lointain du frigo, le léger sifflement de l'eau dans les tuyaux. Tous ces petits bruits devenaient la bande-son de notre existence, une mélodie discrète mais essentielle. C'était une intimité presque sacrée, ce luxe de ne rien devoir prouver, de ne rien devoir dire pour être compris. Une sorte de communion télépathique, construite sur des années de partage, de regards, de sourires. Qui aurait pu imaginer qu'un tel espace, si riche de quiétude, pouvait un jour être déchiré? Qui pouvait concevoir que le vide pouvait s'y nicher, silencieusement, comme un serpent dans l'herbe haute? Et puis, il y avait ce frisson. Ce petit frisson léger, presque électrique, quand elle posait sa main sur mon bras. N'importe où, n'importe quand. Sur la table de la cuisine pendant que je lisais le journal du matin, dans la voiture au feu rouge, alors que je conduisais, ou simplement en passant à côté de moi dans le couloir. Ses doigts fins effleuraient ma peau, une caresse fugitive, mais si ancrée, si pleine de sens. C'était un geste anodin pour elle, peut-être, une habitude, mais pour moi, c'était une affirmation. Une certitude qui me traversait le corps, un murmure sans voix, je suis là, je suis à toi, nous sommes nous. Ça me ramenait toujours à la surface quand j'étais perdu dans mes pensées, ça me rassurait quand le doute me rongeait. Une encre. Une boussole. Une simple main posée, et tout mon univers se réalignait. Comment une chose aussi simple pouvait-elle avoir autant de pouvoir, et comment ce pouvoir peut-il être si brutalement arraché, laissant derrière lui une sensation de froid, de membre fantôme qui ne se posera plus jamais sur mon bras? Je revis encore le mouvement, la douceur de sa paume, la chaleur qui se diffusait. Et je sens, maintenant, la brûlure du manque, le vide de ce geste qui n'est plus. Nos discussions. Oh, nos discussions. Elles pouvaient s'étirer indéfiniment, du crépuscule jusqu'à ce que la nuit ait complètement avalé la lumière et que les derniers oiseaux se soient tus. Au début, c'était souvent sur le canapé, le regard perdu dans les étoiles invisibles derrière la fenêtre du salon. Puis, parfois, dans la cuisine, autour d'une tisane qui refroidissait. Ou même, allongé dans le lit, la tête sur le même oreiller, nos voix douces se mêlant au bruit de la maison endormie. On parlait de tout et de rien, des banalités de la journée, de ce collègue un peu trop envahissant, du film qu'on avait vu. Mais on parlait aussi de nos rêves. Des rêves anciens, un peu poussiéreux, qu'on ressortait de temps en temps pour les dépoussiérer et voir s'ils avaient encore de la valeur. Voyager en Patagonie, ouvrir un petit gîte en Toscane quand on serait vieux, apprendre à jouer d'un instrument, même des choses impossibles, comme voler ou parler aux animaux. Nos envies futures. Acheter une maison avec un jardin plus grand, avoir un chat, simplement vieillir côte à côte, nos mains ridées toujours enlacées. Il y avait cette candeur dans nos projections, cette naïveté délicieuse à imaginer un futur si profondément imbriqué que le concept de moi sans elle devenait absurde. Elle me racontait ses peurs les plus secrètes, ses espoirs les plus fous, et je faisais de même. On construisait des châteaux en Espagne, brique après brique de mots doux et de promesses silencieuses. On s'interrogeait sur le sens de la vie, sur l'existence, sur l'amour, sur la mort. Des discussions profondes, sincères, où les masques tombaient et où seule la vérité de nos âmes nues était exposée. Le temps s'arrêtait. On ne voyait pas le ciel passer du bleu au violet, puis au noir d'encre. On n'entendait plus les bruits de la rue, seulement le murmure de nos voix, l'écho de nos pensées. Les oiseaux, eux, avaient cessé leur chant depuis longtemps, laissant la place à la symphonie plus grave des grillons et du vent dans les arbres. Ces moments-là, c'était la quintessence de notre union, la preuve tangible que nos esprits étaient liés, que nos âmes se reconnaissaient. Que sont devenus ces mots, ces secrets, ces rêves partagés? Se sont-ils envolés avec le chant des oiseaux, perdus dans le silence assourdissant de cette révélation? Et puis,
le ventilateur. Le Dyson. Un cadeau. Je me souviens précisément. C'était pour notre 14e anniversaire de mariage, en plein mois de juillet. Une canicule invraisemblable s'était abattue sur la ville, transformant notre appartement, pourtant traversant, en un four. Sophie dormait mal, elle se tournait et se retournait, ses draps collés à sa peau. Je la voyais souffrir et ça me rendait impuissant. J'avais lu des articles sur ces nouveaux ventilateurs sans pales, silencieux et efficaces. J'avais vu l'annonce, j'avais cliqué, et 2 jours plus tard, le carton élégant était là, sur notre table basse. Elle avait ouvert le paquet avec ses yeux d'enfant, cette curiosité pétillante que j'aimais tant. Un Dyson? Mais tu es fou, avait-elle ri, une joie pure dans la voix. On l'avait installé dans la chambre, sur la petite commode en chêne. Son design épuré, futuriste presque, s'était fondu sans effort dans la simplicité de notre décor. Son souffle doux, régulier, avait transformé nos nuits. Fini les insomnies moites, les draps collants. Le silence, à peine brisé par son léger vrombissement, était redevenu notre allié. Un ajout anodin. C'est ça, le mot exact. Anodin. Un objet de confort, une preuve d'attention, un petit luxe moderne pour améliorer notre quotidien. Qui aurait pu penser qu'un appareil aussi inoffensif, conçu pour apporter fraîcheur et apaisement, deviendrait le gardien glacial d'une vérité si destructrice? Un objet inerte, devenu le réceptacle de la vie, de la mort, d'une trahison insondable. Un simple ventilateur, un cadeau d'amour, transformé en arme de destruction massive de mon âme. L'ironie est cruelle, n'est-ce pas? L'air purifié qu'il soufflait a été le porteur du poison, une métaphore que j'ai du mal à digérer. Je le vois, là, posé à sa place, tournant, imperturbable. Comme si de rien n'était. Et moi, je suffoque. C'est là que les détails ont commencé à s'empiler, pas comme des indices clairs, plutôt comme cette fine poussière sous les meubles que l'on ne voit qu'à contre-jour, lorsque le soleil bas de l'après-midi, impitoyable, perce à travers les persiennes entr'ouvertes. Au début, c'était si infime, si anodin, que mon esprit, programmé pour le confort et la confiance de 17 ans de vie commune, les balayait d'un revers de main. Juste des grains, pensais-je, l'usure normale du temps, la patine d'un quotidien qui se transforme. Mais petit à petit, ces grains ont formé des monticules, des dunes invisibles à l'œil nu mais palpables pour quelque chose de plus profond, une antenne intérieure qui captait des fréquences discordantes. Je me souviens des appels. Ce qu'elle prenait dans la cuisine, toujours la cuisine. Jamais le salon, jamais la chambre quand j'y étais. La lumière de l'évier éclairait son profil, son dos tourné vers moi si j'étais dans la pièce adjacente. Mon bureau donnait sur le couloir, et je l'entendais s'éloigner d'un pas trop décidé quand son téléphone vibrait. Pas la sonnerie habituelle, non, une vibration discrète que seuls ses doigts semblaient sentir. Le léger frottement de sa cuisse contre le tissu de son jean alors qu'elle s'éloignait. Puis, ce murmure. Ce n'était pas un chuchotement de complicité partagée, non, c'était un murmure de secret, de retenue. Sa voix, que je connaissais par cœur, dans toutes ses modulations, la gaieté du matin, l'irritation légère des embouteillages, la douceur du soir prenait une teinte inconnue, feutrée, presque artificielle. Elle avait cette façon de plaquer le téléphone contre son oreille, comme si le combiné lui-même était un complice silencieux, bloquant le son d'un monde extérieur. Parfois, en passant, j'attrapais un mot, une bribe, oui, d'accord. Ou, plus tard. Rien de concret, jamais. Mais le sentiment que ces mots étaient des pierres posées pour construire un mur entre nous, ça, c'était palpable. Et si je m'approchais, elle tournait brusquement, le sourire un peu trop large, un peu trop vite dessiné sur ses lèvres, et le téléphone déjà rangé, comme s'il brûlait ses doigts. C'était ma sœur, disait-elle, ou une collègue pour un dossier, des justifications qui claquaient un peu trop fort dans le silence de la pièce. Est-ce que le son de ses excuses forcées résonnait différemment pour elle aussi? Se rendait-elle compte de la minceur du fil sur lequel elle dansait? Et puis il y avait ces « ça va, mon amour » quand je rentrais. Nos clés dans la serrure, le petit cliquetis familier qui annonçait mon retour. Avant, c'était un baiser rapide, une étreinte, le parfum de sa peau mêlé à celui du café qu'elle buvait encore. Maintenant, c'était souvent cette question, lancée du salon où elle était plongée dans son livre, ou de la cuisine où elle préparait le dîner. Une question qui résonnait un peu trop vite, un peu trop fort, comme une réplique apprise, une ligne de dialogue répétée 1000 fois pour masquer l'absence d'émotion authentique.
Ça sonnait comme un barrage. Une façon de me renvoyer à ma propre interrogation avant que je n'aie le temps d'en poser une. Oui, ça va. Et toi, disais-je, et la conversation s'arrêtait souvent là, ou bifurquait vers les banalités de la journée, le trafic, la météo, des sujets neutres, aseptisés, qui ne risquaient pas de gratter sous la surface. Le rire aussi. Je la trouvais parfois à rire seule devant son écran, un rire qui s'éteignait brusquement dès que je passais le seuil de la porte. Un rire que je ne partageais plus, comme si elle était engagée dans une conversation secrète avec son téléphone, son ordinateur, ou un monde dont j'étais exclu. Le silence d'après, ce silence brusquement rétabli, était toujours plus lourd que le rire qu'il venait d'étouffer. Ses yeux, surtout. Ses yeux, qui autrefois étaient un puissant fond où je pouvais me perdre, où je lisais la tendresse, la lassitude, le désir. Ils avaient perdu leur éclat habituel. Ce n'était pas une tristesse, pas une fatigue visible, c'était quelque chose de plus subtil. Comme si une vitre s'était interposée entre nous, une fine pellicule transparente mais infranchissable. Je la regardais et je voyais Sophie, oui, le grain de beauté sur sa joue droite, la façon dont ses cils frémissaient quand elle réfléchissait, mais son regard ne m'atteignait plus. Il passait à travers moi, ou se posait sur un point lointain, comme si elle écoutait une musique que moi seul n'entendais pas. Pendant nos dîners, ces moments sacrés où nous débriefions nos journées, je captais ce regard vague, ce voile fugace qui recouvrait ses pupilles. Je lui posais des questions directes, « Tu es ailleurs, mon amour ? Quelque chose te tracasse ?» Et elle secouait la tête, un sourire forcé se dessinait, « Non, je pensais juste à un truc au travail, c'est rien. » Mais ce « rien » pesait, lourdeur diffuse qui s'installait entre le sel et le poivre sur la table. Ses gestes aussi devenaient plus évasifs, les caresses moins spontanées, les mains moins en recherche de contact. Une sorte de réticence physique qui, sans crier gare, commençait à geler l'air autour d'elle. Mon esprit, mon bon vieil esprit cartésien, tentait désespérément de rationaliser tout cela. Je mettais ça sur le compte du stress, cette bête moderne qui ronge nos vies. Son travail était exigeant, le mien aussi. La fatigue, évidemment. Cette fatigue insidieuse qui sape même les relations les plus robustes, qui transforme les conversations profondes en échanges de banalités. J'avais lu des articles sur le syndrome de l'épuisement professionnel, sur les couples qui se perdaient dans le tourbillon de leurs responsabilités. J'essayais de me convaincre que nous étions juste fatigués. Usés. Que c'était une phase, un passage à vide que tous les couples traversent après tant d'années. Je cherchais des coupables externes, des raisons logiques pour expliquer cette distance grandissante. C'était plus facile. Moins douloureux que d'envisager la possibilité que le problème soit interne, au cœur même de notre lien. Je faisais des efforts supplémentaires, je lui proposais des escapades, des dîners au restaurant, des week-ends. Elle acceptait, toujours, avec un enthousiasme que je percevais comme un peu trop grand, un peu trop soulagé, comme si je venais de la sortir d'une corvée. Une fois, je l'ai entendu soupirer juste après que je lui ai proposé un week-end en Normandie. Un soupir que j'ai instantanément rattaché à la fatigue, bien sûr. Mon cerveau était un expert en auto-illusion, un architecte de la paix forcée. Mais mon estomac, lui, ne connaissait pas la logique. Mon estomac se serrait un peu plus chaque jour, sans que je puisse nommer la raison exacte. Une boule froide, tenace, qui s'installait au creux de mes entrailles. Elle apparaissait au réveil, avant même que l'odeur du café ne monte. Elle était là pendant le trajet en voiture pour le travail, une lourdeur inexplicable. Elle persistait le soir, pendant que nous dînions en silence, ou que j'écoutais ses réponses évasives. Ce n'était pas la faim, ce n'était pas la douleur physique d'une indigestion. C'était une sensation plus profonde, plus viscérale, une alarme silencieuse que mon corps sonnait alors que mon esprit refusait de l'entendre. Un pressentiment diffus, une sensation d'imminence. J'avais l'impression d'être un homme marchant sur une couche de glace, fine et craquante, mais dont la surface paraissait encore intacte. À chaque pas, le craquement était un peu plus distinct, l'eau noire en dessous un peu plus visible. Que cherchait-elle derrière ce mur de banalité? Quel abîme s'ouvrait sous ses pieds, ou plutôt, sous les miens? Et pourquoi mon corps savait-il déjà ce que mon cœur refusait d'admettre, avant même que les preuves ne viennent crier la vérité? La chaleur, ce soir-là, était une chape de plomb. Elle s'infiltrait partout, suintait des murs, rendait l'air lourd et poisseux, même à travers les fenêtres hermétiquement closes de ma chambre d'hôtel à 2 heures de chez nous. Une moiteur persistante, une sensation d'étouffement qui collait aux draps, aux pensées.
J'étais en déplacement pour le travail, une de ces missions obligatoires et insipides, loin de tout repère familier, dans une ville grise et anonyme. Des journées entières passées à décortiquer des tableaux Excel, à écouter des présentations PowerPoint qui s'étiraient, à forcer des sourires devant des clients dont je peinais à retenir les noms. Le genre de déplacement où l'on se sent déconnecté, hors du temps, où le seul réconfort est l'appel du soir à Sophie. D'habitude, avant de raccrocher, je la prévenais, je vais lancer le Dyson à distance, tu auras un peu de frais en rentrant du sport. C'était un petit rituel, un geste anodin de prévenance, ma façon de maintenir un fil, une présence, même à des centaines de kilomètres. Le ventilateur, un modèle sophistiqué, connecté, était notre allié contre les étés urbains, purificateur et rafraîchissant. Il était là, posé dans le salon, une silhouette élancée et moderne, une pièce de plus dans le puzzle de notre foyer, de nos conforts partagés. Je le déclenchais toujours, le soir, un quart d'heure avant son retour, pour que l'air circule, que la sensation de lourdeur s'estompe. C'était une pensée, une attention, la preuve que même loin, je pensais à elle, à son bien-être. Seulement, cette fois, ce soir-là, quelque chose avait cloché. Ou plutôt, quelque chose avait été oublié. Dans la précipitation du départ, les dossiers à boucler, les mails de dernière minute, j'avais zappé un détail minuscule dans l'application Dyson sur mon téléphone. Une de ces fonctions que l'on active une fois, sans vraiment y penser, et que l'on oublie ensuite. La détection de mouvement était liée à l'enregistrement vocal, une option de sécurité que j'avais testée pour le fun un après-midi pluvieux et que je n'avais jamais désactivée. Pourquoi l'aurais-je fait? Il n'y avait rien à cacher chez nous, rien à enregistrer, du moins c'est ce que je croyais, mon cher optimiste. J'étais en train de me préparer un dîner de fortune dans la kitchenette étriquée de ma chambre, une boîte de thon, quelques feuilles de salade et un bout de pain rassis. Le bruit de l'eau qui coule dans l'évier, le cliquetis de mes couverts sur l'assiette en plastique, le silence assourdissant de cette solitude forcée, tout contribuait à une atmosphère de mélancolie douce amère. Mon téléphone, posé sur le plan de travail, à côté d'une pile de prospectus touristiques que je ne lirai jamais, a vibré. Un bip discret, une notification. Mon regard s'est posé dessus sans vraiment y prêter attention, ma main tâtonnant pour trouver l'assaisonnement. Un cercle rouge, avec un petit pain à l'intérieur, sur l'icône de l'application Dyson. Tiens, une mise à jour, un bug, une alerte quelconque? Je n'y ai pas pensé plus longtemps. J'ai posé ma fourchette, l'ai essuyé machinalement sur la serviette en papier, et j'ai déverrouillé l'écran. C'était là, sous mes yeux, un message qui allait faire basculer mon monde, nouvel enregistrement détecté, 1 minute et 12 secondes. Mon estomac s'est serré d'un coup. Mon cœur a fait une embardée. Une intuition glaciale, celle qui vous tord les entrailles, a commencé à se faufiler. Pourquoi un enregistrement? Qui aurait pu activer ça? J'avais bien allumé le ventilateur pour Sophie, mais un enregistrement. J'ai tapoté l'écran, mon pouce un peu hésitant. L'application s'est ouverte sur une interface simple, un bouton au play. J'ai appuyé. Au début, il n'y a eu que le ronronnement caractéristique du Dyson, ce souffle doux et régulier qu'il produisait en purifiant l'air. Puis, un autre son, plus diffus, des verres qui s'entrechoquaient doucement, le cliquetis familier des glaçons dans un verre, quelque chose qui ressemblait au frottement d'un tissu sur un canapé. Des bruits de fond, anodins. Je me suis dit que c'était peut-être Sophie, en rentrant, qui avait fait tomber quelque chose, ou qui s'était simplement installée. Ma tension a légèrement diminué. Puis une voix. C'était Sophie. Sa voix. Elle était légèrement étouffée, comme si elle était un peu loin de l'appareil, mais parfaitement reconnaissable. Elle riait. Un rire léger, cristallin, celui que j'aimais tant, celui qui me mettait instantanément de bonne humeur. Mon cœur a fait un bond, mais cette fois, ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de l'apaisement. Elle allait bien. Elle était chez elle. Je me suis rassuré, un sourire à peine esquissé sur mes lèvres, en me disant que je m'étais fait une montagne d'une broutille technologique. Puis une autre voix est apparue. Masculine. Basse, un peu rauque, un timbre que je ne reconnaissais pas. Une voix étrangère, dans astérisque mon astérisque salon, avec astérisque ma astérisque femme. Tu as mis du temps, mon ange, a dit la voix. Le sang s'est glacé dans mes veines. Mon ange. Pas mon Sophie. Pas mon amour. Mon ange. Un frisson a couru le long de ma colonne vertébrale, une sensation de froid intense,
même au milieu de cette chaleur étouffante. J'ai eu l'impression que la pièce se vidait de son air, que mes poumons refusaient d'obéir. Sophie a ri de nouveau, un rire cette fois teinté d'une complicité que je n'avais jamais entendue, une intimité qui m'était étrangère, interdite. J'ai eu du mal à me débarrasser des collègues. Mais ça valait le coup, n'est-ce pas? Puis j'ai entendu un bruit de baiser. Un baiser audible, sans équivoque. Pas un baiser rapide, mais un baiser qui s'étirait, humide, lascif. C'était comme si un poignard invisible venait de me transpercer de part en part. Mon corps entier s'est raidi. Ma main tenant le téléphone a commencé à trembler si fort que je craignais de le faire tomber. Toujours, a répondu l'homme, sa voix plus proche cette fois, plus nette. Tu es incroyable. Un silence. Pas un silence de gêne, mais un silence d'aise, de proximité. Un silence que j'avais cru réservé à Sophie et moi, un silence rempli de non-dits, de peaux qui se frôlent, de cœurs qui battent à l'unisson. Un silence qui maintenant me hurlait sa trahison. Il rentre quand, déjà, a demandé l'homme. Mon sang n'a fait qu'un tour. Mon cerveau, qui jusqu'alors luttait pour refuser l'évidence, a explosé en 1000 fragments. Je. C'était de moi qu'il parlait. De mon absence. Pas avant vendredi, a répondu Sophie, sa voix étrangement détachée, comme si elle parlait d'un détail sans importance, d'un événement lointain. On a toute la semaine. Toute la semaine. Leurs mots ont résonné dans le petit espace de ma chambre d'hôtel, se sont amplifiés, ont rebondi sur les murs beiges, chaque syllabe un coup de marteau sur le verre fragile de ma réalité. Ma salade de thon est restée intacte sur la table, oubliée. Le goût du fer s'est propagé dans ma bouche, l'amertume a envahi ma gorge. Le monde a basculé. Je me suis senti chancelant, comme si le sol se dérobait sous mes pieds, comme si l'air que je respirais était vicié, toxique. Je devrais peut-être. A dit l'homme. Non, ne bouge pas, a chuchoté Sophie, et j'ai entendu ce chuchotement, ce murmure intime qui était pour lui, pas pour moi. Reste. Tu sais que j'adore ça. Un soupir de plaisir. Le soupir de astérisque ma astérisque femme, pour un autre homme. C'est là que l'enregistrement s'est coupé. Brusquement. 1 minute et 12 secondes. Un simple fichier audio. Un souffle de ventilateur devenu un cyclone, dévastant tout sur son passage. Mon cœur a cogné contre mes côtes, un tambour fou dans ma poitrine. La sueur a perlé sur mon front, non pas à cause de la chaleur de la pièce, mais d'une fièvre intérieure, une rage froide qui me consumait. Le téléphone a glissé de mes doigts engourdis, tombant sur la moquette sans un bruit, comme si le monde entier s'était tu pour laisser place au vacarme assourdissant de mon effondrement. Mes yeux se sont fixés sur le mur en face, sur une tache d'humidité qui me semblait soudain d'une importance capitale, tandis que des images défilaient dans ma tête, des fragments de 17 ans de vie commune, chaque souvenir désormais teinté de cette voix étrangère, de ce rire volé. La trahison n'était pas une théorie, ce n'était pas une peur diffuse. Elle avait un nom, une voix, un rire, et elle venait d'être enregistrée, par accident, par un appareil censé m'apporter du confort. Le vide a été assourdissant, un gouffre béant avalant l'air même de la pièce. Mes oreilles bourdonnent encore, ce sifflement aigu, persistant, qui a succédé à la fin de l'enregistrement. Pas le bourdonnement du ventilateur, non. Un son intérieur, comme une coquille vide où l'océan résonne, mais ici, c'était le néant qui chantait. J'étais assis là, sur le bord du lit d'hôtel, les draps d'un blanc impersonnel froissés sous mes mains qui n'avaient pas bougé depuis que le fichier audio s'était tu. La tablette, tiède, scintillait encore d'un point lumineux, l'icône de lecture qui ne tournait plus. 1 minute et 12 secondes. C'est tout ce qu'il avait fallu pour réduire 17 ans en poussière. Une poussière fine, insidieuse, qui s'infiltrait déjà dans mes poumons, dans mes veines. J'ai repensé à ce ventilateur, ce cadeau pour nos nuits d'été. Il était là, posé sur notre table de chevet, un objet de design, élégant, silencieux. Un simple appareil. Et il avait enregistré la fin de mon monde. Que faire de cette preuve numérique, si propre, si irréfutable? Elle était là, tangible, dans le cloud, à ma portée. Un enregistrement audio, si impersonnel, et pourtant si intime. Je l'ai réécouté. Encore. Et encore. Chaque rire de Sophie, chaque intonation de cet homme, chaque seconde de ce qu'ils partageaient si librement, si innocemment pour eux, si destructeur pour moi.
C'était une petite mort à chaque écoute. Une lame de rasoir passant sur le peu de peau qui me restait intacte. J'aurais pu la détruire. L'effacer. Faire comme si de rien n'était. Mais le son était gravé dans ma mémoire, plus profondément que n'importe quel fichier sur un serveur. Il résonnait dans chaque recoin de mon crâne, tapissait les parois de mon estomac. Ce n'était plus une preuve, c'était une cicatrice vivante. Je suis rentré. L'appartement sentait le propre, cette odeur de produits ménagers que Sophie utilisait toujours le jeudi. Un masque olfactif sur la pourriture qui rongeait déjà les fondations. J'ai trouvé Sophie dans le salon, une tasse de thé à la main, lisant un roman. Sa posture était familière, son visage, éclairé par la lumière tamisée de la lampe de lecture, était celui que j'avais aimé, choyé, embrassé pendant toutes ces années. Elle a levé les yeux, un sourire doux, presque timide. « Antoine. Tu es rentré plus tôt que prévu. Ça va? Tu as l'air fatigué. » Mon cœur a fait un bond dans ma gorge, un nœud coulant qui se serrait. Fatigué? C'était un euphémisme. J'étais une carcasse vide, une coquille à la dérive. Je la regarde, maintenant, et je vois une étrangère dont le visage me reste étrangement familier. Chaque trait, chaque ride au coin de ses yeux quand elle sourit, cette petite fossette sur sa joue gauche. Je connais chaque parcelle de ce visage, chaque texture de sa peau, chaque inflexion de sa voix. Et pourtant, il y a quelque chose derrière son regard qui n'est plus pour moi. Une opacité que je n'avais jamais remarquée, une profondeur insondable où se cachent des secrets, des mensonges. Elle n'était plus la Sophie que je pensais connaître. Elle était devenue une collection d'images, de sons, de souvenirs altérés. Comment avais-je pu ne rien voir? Ne rien sentir? Étais-je si aveugle? Si lâche? Ou était-elle une actrice si douée, si parfaite dans son rôle? Ses mains ont toujours été douces. Je me souviens de la première fois où elles se sont posées sur les miennes, le frisson qui m'avait parcouru. Maintenant, je les vois tenir sa tasse, ses doigts fins, et je me demande si ces mêmes doigts ont caressé cet autre homme. Cette pensée me vrille l'estomac, le fait se retourner sur lui-même comme un poisson agonisant. Le silence s'est étiré entre nous, mais ce n'était plus le silence confortable d'avant. C'était un silence lourd, pesant, chargé de non-dits, de vérités que je portais comme un fardeau incandescent. Elle a dû percevoir quelque chose dans mon immobilité, dans la fixité de mon regard. Elle a posé sa tasse, un léger tintement de porcelaine sur la table basse. Il s'est passé quelque chose, Antoine? Sa voix. Si douce, si pleine d'une fausse sollicitude. Les mots me montaient aux lèvres, une vague de rage, de douleur, prête à déferler. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste regardé le ventilateur Dyson, là, dans le coin de la chambre, branché, prêt à être activé, silencieux comme la tombe qu'il était devenu pour notre mariage. Il tournait à vide, je l'ai activé d'un geste mécanique, comme pour entendre son souffle régulier qui masquait autrefois la vérité. Son ronronnement familier, ce bruit de fond qui avait toujours fait partie de notre quotidien, me paraissait maintenant obscène. Le symbole de la pureté de l'air qu'il était censé apporter avait été vicié, corrompu par ce qu'il avait capturé. Le monde, lui, continue de tourner. Les voisins mettent leur musique, les voitures passent dans la rue, les oiseaux chantent le crépuscule. Tout est en mouvement, sauf moi. Mon monde s'est arrêté net. Je suis figé dans l'instant où j'ai entendu leur rire, leur murmure. Je suis là, au milieu des décombres de ce qui fut ma vie, et je ne sais pas comment ramasser les morceaux. Y a-t-il seulement des morceaux à ramasser? Ou n'est-ce qu'une fine poussière, un sable impalpable qui me glisse entre les doigts? Je pense à nos projets, à nos rêves vieillissants que nous partagions au bord du lit. Ils se sont évaporés, partis en fumée. Quelle est la valeur d'une promesse si elle peut être brisée si facilement? Quelle est la valeur de la confiance quand elle est une illusion? Je me sens vide, une coquille creuse. Mon identité d'époux, d'homme aimé, s'est effondrée. Je suis un spectateur de ma propre ruine, incapable d'agir, incapable de sentir autre chose que cette douleur sourde et constante. Peut-être que le véritable amour, le vrai bonheur, n'est jamais garanti. C'est une illusion, un mirage que nous construisons brique par brique, espérant que le vent ne soufflera pas trop fort, que le sol ne tremblera pas. Mais parfois, le vent est un ventilateur Dyson, et le tremblement vient de l'intérieur, d'une faille invisible que l'on n'a pas su déceler. C'est la nature humaine, peut-être. Cette capacité à se trahir soi-même autant que l'autre.
cette fragilité inhérente qui nous rend si vulnérables, si peu fiables. Je ne cherche plus de réponse, juste un moyen de respirer à nouveau. Un moyen de faire taire ce bourdonnement dans mes oreilles, de vider cette poussière de mes poumons. Je regarde ce ventilateur, silencieux et stoïque. Et je me demande si, un jour, l'air sera à nouveau respirable.